que depuis 1995, avec le boycott actif engagé par le parti de Laurent Gbagbo, le FPI de l'époque et le RDR du président Alassane Ouattara, on s'est vite rendu compte qu'en dépit de l'opposition à ces élections, le vote a eu lieu. Et le président Bédié avait été élu président. Et après, il y a d'autres cas, c'est le cas qui vient de se présenter. Je pense que prochainement, il faudra que l'opposition envisage d'autres façons de prendre. Quand bien même on peut comprendre leur frustration, quand leurs leaders ou bien leurs candidats ne sont pas acceptés pour aller... Ne sont pas retenus ne sont pas retenus pour aller à l'élection. Il faudra réfléchir à d'autres façons de voir, parce que quand un État est déterminé, des partis qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas d'autres choses pour contrecarrer les plans de l'État, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, on a connu des situations un peu difficiles pour certaines régions, tout ça, mais la réalité, c'est que l'élection a eu lieu et il faudra en tenir compte pour les prochaines situations qui vont se présenter. Très bien, André Couillon. Un État n'a pas besoin d'être plus déterminé que la charge qu'il a est de garantir la bonne exécution des lois et surtout la tenue, le respect du programme électoral. Je rappelle à toute fin utile que le 31 décembre 2024, lors de son adresse à la nation, le président de la République prenait l'engagement d'assurer aux Ivoiriens de participer au scrutin électoral prévu pour le 25 octobre 2025 dans un environnement apaisé. À deux autres reprises, il a encore formulé cet engagement-là. Le 25 octobre, les Ivoiriens sont allés aux urnes. Ce scrutin s'est déroulé dans des conditions où nous avons pu accueillir des missions africaines, sous-régionales, et dont les rapports font ressortir que le président de la République a tenu ses engagements. Un État doit être en capacité de faire face à toutes sortes d'adversités, pacifiques ou armées, afin de pouvoir s'assurer le respect des siens et le respect des autres. Première leçon. Et donc j'abonde dans le sens de M. Couillot lorsqu'il dit qu'il revient donc à l'opposition d'envisager autre chose que de vouloir frontalement se confronter à un État sérieux, organisé et structuré lorsqu'il voudrait faire savoir ses desiderata. La deuxième leçon à retenir pour cette élection, c'est que les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire a gagné en maturité. Ils ont plutôt fait le choix de la non-violence que de la violence. Parce que les appels à la violence se sont démultipliés au travers de diverses personnes, étant donné que ceux qui portaient ce combat, du point de vue du leadership, ont disparu au point que celui-ci était éclaté, diffus. Nous avons vu apparaître de nouveaux leaders portant des discours insurrectionnels, appelant à brûler, à détruire, à s'attaquer aux forces de l'ordre, mais que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, à défaut d'aller voter, ont préféré rester chez eux. Ils ont compris le message. Ils ont compris que la Côte d'Ivoire est leur bien commun. Il y a des acquis qui leur permettront de pouvoir envisager un avenir radieux, à titre individuel et collectif. Ils n'ont pas répondu à cet appel, en tout cas pour la large majorité. Et ça, c'est important de le souligner, que tout le monde doit pouvoir comprendre que nous avons fait un choix, celui de pouvoir régler nos différends dans les urnes par voie démocratique, car c'est aussi un droit pour l'Ivoirien qui est électeur de ne pas aller voter. Il préfère ainsi agir ou se prononcer dans ce sens-là, plutôt que de descendre dans la rue, aller faire la bagarre. Et ça, c'est important, il faut féliciter les Ivoiriens. Et le troisième point, pour le moment que je peux citer, c'est le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Parce que si nombre de personnes
envisageaient des centaines de morts dans leur projet macabre, les actions menées par les forces de défense et de sécurité en vue de contenir ce qui commençait à se transformer en une véritable guérilla urbaine nous ont permis de pouvoir éviter la catastrophe. Il va falloir féliciter et saluer cela parce que c'est le fruit d'investissements, de travail, de formation de plus d'une dizaine d'années, nous permettant de doter la Côte d'Ivoire de forces de défense et de sécurité professionnelles, utilisant des méthodes démocratiques en vue de pouvoir assurer aux Ivoiriens la paix et la tranquillité. Dion Bato? Oui, je pense que, comme l'a dit un peu Landry, moi je tire trois grandes leçons. La première, on l'a dit, c'est la grande maturité des Ivoiriens, qui dans leur grande majorité ont refusé la violence qu'on leur proposait. Le désordre, la bagarre, la chélie. Et vraiment, il faut féliciter les Ivoiriens. Mais je crois aussi que M. Couillot, Augustin, pas Landry, l'a dit aussi, c'est une grande tradition. On a vu que depuis 1995, il a rappelé, tous les appels au boycott actif n'ont jamais, en réalité, empêché le vote. Donc, la première leçon, c'est la grande maturité des Ivoiriens qui sont passés à autre chose, qui ont compris que notre pays ne pouvait pas s'enliser dans les conflits à n'en point fini et qui ne se justifient pas d'ailleurs. L'autre leçon, c'est à contrario des Ivoiriens, c'est l'incompétence, ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition radicale, qui est restée dans le vieux schéma, les vieux clichés, qui croyait que la confrontation était une solution et qui a refusé le jeu démocratique, le débat démocratique. Donc, qui s'est cassé les dents tout de suite et qui a échoué lamentablement. Donc, l'échec de cette opposition radicale qui, au lieu de s'inscrire dans le débat démocratique, des gens qu'on a présentés ici comme étant des démocrates, mais qui en réalité apparaissent aujourd'hui vraiment comme des anarchistes qui n'ont de mots que pour le désordre. Et l'autre leçon, en plus des professionnels des forces de l'ordre, c'est le professionnel de la commission électorale indépendante. Il ne faut pas oublier que cette commission a été vilipendée pendant des mois et des mois. Mais on se rend compte que la commission a travaillé de façon professionnelle et nous avons eu les résultats rapidement, pratiquement 48 heures après, et on a vu qu'en dehors de quelques zones où il y a quelques incidents, les élections sont bien déroulées, les agents des bureaux de vote étaient à l'heure, le travail a été fait correctement et très rapidement, dès la fin du scrutin, le président de la société était en mesure de donner le taux de participation et de se projeter sur les résultats. Donc, la commission, malgré cette guerre qu'on lui a menée, a démontré que les Ivoiriens pouvaient avoir confiance en elle et elle a rassuré. Donc, pour moi, au final, l'opposition s'est fouvoyée, l'opposition radicale, parce qu'il y a d'autres opposants qui ont participé au scrutin, qui ont été dans le jeu, et il faut les féliciter. L'opposition radicale incarnée par le Front commun a démontré qu'elle était dépassée aujourd'hui. Donc c'est une opposition qui n'a pas vu le temps passer. Les Ivoiriens aujourd'hui aspirent à une démocratie authentique où les idées s'expriment, où les débats contractuels se font dans le respect des lois de la République. Donc je pense que c'est les trois grandes leçons. En plus du président des forces de l'ordre, Landry l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, mais qu'il va falloir capitaliser pour... Je pense qu'avec ce scrutin, on est sorti définitivement de la violence. En 2030, je ne crois pas que d'autres opposants reviendront encore faire un remake de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu 2010, 2020, 2025, je crois que c'est la fin du cycle infernal des bagarreurs. Docteur Ayoussou? Concernant la relative paix, je voudrais dire par là ce que nous qualifions de calme, de tranquillité lors de ces élections. Je veux qu'on nuance un peu les choses. Pourquoi? On nuance un peu les choses parce que quand on a déployé un contingent de 44 000 agents de force de l'ordre pour maintenir l'ordre ou du moins la paix dans le cadre d'une élection, je pense qu'il ne faudrait pas trop vite s'enorgueillir ou du moins s'enorgueillir parce que en réalité, pour une élection, je pense qu'on ne devrait pas déployer, on n'avait pas à déployer
un tel contingent de forces de l'ordre. Ça, pour moi, c'est déjà... Il y a déjà un manque de confiance de la part même des organisateurs. Parce que quand on organise une élection et là où on devrait s'exprimer librement, là où les élections, pour moi, ça devrait être un moment de joie, ça devait être un moment de... Ça devait être la liesse même. Mais quand on se retrouve dans une situation, ce qu'on a vécu, la psychose qu'on a vécue là, quand on veut dire aujourd'hui que tout était parfait, je me dis qu'il faut nuancer les choses. Si on a déployé 44 000 agents sur le terrain, ça suppose que quand même, il y avait un défi sécurité à relever. Et ce défi sécuritaire-là, il a été relevé, mais pas totalement. Parce que les incidents qui ont été signalés, il ne faut pas les négliger quand même. À Nayo, par exemple. Donc, je me dis que c'est vrai, peut-être qu'on devrait féliciter les organisateurs, mais il faut y aller quand même avec un peu de réserve. Il y a beaucoup à faire. Pour le bilan de l'élection présidentielle, je vais revenir là-dessus tranquillement maintenant. Il y a eu un taux de participation de 50,10% selon les chiffres officiels. C'est cela. Voilà, selon les chiffres officiels. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu plus de 49% d'électeurs, disons, qui a été mis en marge, ou du moins qui s'est mise en marge. Voilà. Cette frange d'électeurs-là s'est mise en marge des élections. Mais il ne faut pas y voir l'expression d'une abstention volontaire. Je suis désolé. C'est un cri aussi qu'il faut écouter. Quand on parle d'opposants radicaux, de l'opposition radicale, mais voyons, si on totalise les voix obtenues en termes de taux, en termes de pourcentage, si on totalise les voix obtenues par les 4 autres candidats, ça n'atteint pas 10%. Ça n'atteint pas 10%, c'est 8% et quelques. Il ne faut pas mettre en sourdine, ces voix qui n'ont pas pu s'exprimer. Peut-être c'est pas peur, peut-être c'est pas par maturité, ou peut-être par un manque de volonté de s'exprimer, mais c'est peut-être par la peur. C'est peut-être par peur, du moins, que cette partie des électeurs non négligeables n'a pas pu s'exprimer. Donc je me dis, cet optimisme en BA qui consiste à dire que tout était parfait, on est sorti du cycle infernal des violences. Il y avait quand même des velléités. Peut-être on a pu contenir, mais là encore, je me dis qu'il faut vraiment faire attention. Parce que ça peut être peut-être une sorte de volcan dormant, on ne sait jamais. Il faut vraiment faire attention. Concernant le vote, le scrutin, il y a 1,56% de vote blanc. Ça peut être l'expression d'un désintérêt pour les élections. C'est vrai, 1%, c'est bon, 1%, 1,56%. On pourrait dire que c'est négligeable, mais quand des gens vont... Moi, si je m'élève pour aller participer, pour aller prendre part à une élection, ce n'est pas pour faire un vote blanc. Donc, quand il y a 1,56% de vote blanc, ce n'est pas à négliger. Il faut s'interroger. Pourquoi des gens se sont levés un matin dans un contexte où la psychose règne? Pourquoi des gens vont se lever pour aller prendre part à un vote et voter blanc? Il ne faut pas négliger ça. Il faut diagnostiquer ces choses-là pour mieux comprendre. Au niveau des votes nuls, on relève 4,01% de votes nuls. Là encore, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un manque d'éducation, des bulletins nuls en fait, voilà, des bulletins nuls. Ça veut dire qu'il y a un manque, n'est-ce pas, d'éducation à l'expression, n'est-ce pas, du choix politique. Parce que 4% des électeurs, on va dire ça comme ça, ont mal voté. Ça, c'est vraiment un problème en fait. Il faut diagnostiquer ce fait-là et pour pouvoir le corriger pour les élections. Les leçons. Voilà, en tirer les leçons pour les élections futures. Je me dis aussi que
la RLE qui n'a pas du moins pu être faite là, la révision de la liste électorale qui n'a pas pu être faite, aussi a posé un problème. Ça a écarté quand même un nombre pas moins important d'électeurs qui n'a pas pu prendre part au vote. Et ce nombre-là, il ne faut pas négliger ce fait-là aussi. Je me dis qu'aujourd'hui, on dit tout s'est bien passé, la majorité des Ivoiriens, voilà, a pu prendre part au vote, mais il faut vraiment nuancer ces propos-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut nuancer tout ce qu'on dit en ce moment précis. Il faut nuancer cela parce que quand une bonne partie des électeurs n'a pas pu prendre part aux élections, ceux qui se sont abstenus, je peux comprendre, mais ceux qui n'ont pas pu prendre part aux élections parce que la révision de la liste électorale n'a pas pu leur permettre d'être inscrits sur la liste électorale, je pense que dire que ceux-là aussi ont fait le choix de ne pas aller au vote, c'est une mauvaise interprétation des choses. D'accord, très bien. Docteur Banga? Franchement, en venant ce soir, j'étais curieux d'entendre Rodolphe Augustin Couillot, parce que je me souviens que c'était l'un des chantres du chaos qui annonçait partout qu'on prenait la route du chaos, on prenait la route des morts, un peu avec le professeur Noubou aussi sur ce plateau quelquefois. Les Ivoiriens ont montré qu'il n'y a pas eu de chaos. Et ça, c'est déjà la première leçon à tirer. Le chaos n'a pas eu lieu. Je sais que Ewusu veut forcément faire peur. Non, les Ivoiriens ont montré ça clairement. Et quand vous regardez dans le détail, c'est encore plus frappant. Moi, je viens du Sud Comoé. En 2020, la sous-préfecture de Yaou, la sous-préfecture d'Ayamé, Biennois, des villages comme Adaou, il n'y a pas eu de vote. Parce qu'on n'a même pas pu voter. Mais cette fois-ci, zéro incident. Tout le monde est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail important qui a été fait. D'abord par les leaders politiques, le président Akawele, le DGNC, qui sont partis, mais des leaders sociétaux. Je pense par exemple à mon vieux père Tyson, qui est le président des syndicats des transporteurs, qui est parti dans les gares, à M. Sekouba Bia, qui est parti à Sokoro expliquer aux gens. Il y a un travail énorme qui a été fait partout dans la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai traversé ce pays partout, en long et en large. Conférences, tout ça pour expliquer la nécessité pour nous de préserver la paix. Et je pense que grandement, les Ivoiriens, vous êtes du Vébaoulé, n'est-ce pas? Vous êtes du Vébaoulé. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos villages en 2020? C'était la catastrophe. Tout le monde dit combien de morts? C'était la catastrophe. Puisque j'étais au ministère de l'Intérieur, j'avais la cartographie des lieux des incidents. Le Vébaoulé, il y a plein de coins où on n'a même pas pu voter. Cette année, vous avez regardé le Vébaoulé? Tranquille. Les Ivoiriens ont montré qu'ils sont agacés, fatigués de ces chantres du chaos. Ils sont fatigués de ces politiciens qui, malheureusement, n'ont pas compris que le monde évolue. Je disais toujours, quand on partait voir si on était guéri. Moi, je pense qu'on est guéri, naturellement. Quand vous avez été malade et gravement malade, votre guérison elle va laisser des séquelles. Et surtout quand on a des leaders politiques qui appellent à l'insurrection, qui appellent à une prétendue libération, qui créent la psychose. Parce que la psychose dont vous parlez, qu'est-ce qu'il a créé? C'est ceux qui sont venus dire « Oh, il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas d'élection, il faut libérer le pays dans 7 jours. » Quand ils l'ont dit samedi, lundi, un lieutenant qui est assassiné. La Côte d'Ivoire est la seule dictature qu'on vous entend où c'est dans cette dictature-là que des gens tirent sur des militaires. Dans les autres dictatures, c'est les militaires qui tirent. On le voit en Tanzanie. Mais chez nous, on a une dictature où c'est les civils, là, pacifiques, là, qui après des appels à la libération, tirent sur des militaires et tuent le lieutenant de gendarmerie. Si on a encore ce phénomène de peur, si on a encore malheureusement les événements qu'on a eu à Nayo, c'est parce qu'il y a des politiciens irresponsables qui ont appelé malheureusement à défier la République et qui ont été malheureusement entendus. Et c'est eux les responsables. Moi, je peine aujourd'hui quand je vois 700 personnes en prison. On finit de les mettre en prison, de les tromper. On attend même que Maître Dadier Rodrigue se plaigne pour envoyer quelques vivres. Hein, on ne s'est même pas occupé de ces 700 gens qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont entendu votre message. C'est de l'irresponsabilité. Et cette irresponsabilité qui aurait pu nous mener au chaos. Ben, les Ivoiriens sont matures. Ils l'ont montré parce que dans toutes les régions du pays, vous comparez 2020 à 2025, il n'y a pas photo. On a démontré que nous sommes un peuple de paix. Et je l'avais dit ici, que nous aurons ces élections avec de la paix. Le chaos que vous avez annoncé n'a pas eu lieu. Parce que les Ivoiriens sont un peu braves. Vous parlez du taux de participation. Depuis 1995, à l'exception de l'élection de 2010, c'est le meilleur taux de participation qu'on a eu. On n'a jamais, depuis 1995, à l'exception de 2010, atteint les 50% de taux de participation. Quand la CEI, c'est le point de désaccord avec la CEI, hein, en 2020, sort le taux de participation de 50%, 53% de 2020, c'est parce que la CEI annule près de 20% des électeurs. Parce que justement, les appels au chaos en 2020 ont empêché 20% des bureaux de vote de fonctionner. Donc elle les a retirés.
Sinon, quand on les met dedans, le taux de participation est autour de 40%. En 2015, il était autour de 40%. Donc, pour la première fois, Laurent Gbagbo, par exemple, il a été élu avec 37% de taux de participation. Il disait à l'époque que c'est un très beau taux. Donc, on a pratiquement doublé, on a fait 1,5 fois mieux. Donc, 50% de taux de participation, c'est le meilleur taux de participation qu'on a eu depuis 1995, à l'exception de 2010. Donc, soit vous ne suivez pas les élections, mais c'est plus grave, parce que les élections locales, c'est vrai, c'est des élections locales, mais tous les partis participent. La dernière fois, on a eu 36% de taux de participation. Donc, venez dire que la bonne moitié des gens, c'est des opposants, non, c'est faux. Non, on peut s'interroger. C'est un sujet sur lequel on doit réfléchir. Comment on fait pour que nos élections, y compris celles où tous les grands partis politiques participent, comme les dernières élections locales, n'attirent pas. C'est une vraie réflexion citoyenne qu'on doit avoir. Et on va y arriver, hein, c'est peut-être le rôle de l'Assemblée nationale qu'on aura dans quelques mois. Mais c'est 50% de taux de participation, mon cher Oussou, c'est les meilleurs qu'on a eu depuis. Quant au bilan politique, première chose, domination du RHDP sur toute étendue du territoire. Et je l'avais dit ici, je l'avais dit que même si l'opposition radicale du Front commun, qui est responsable en partie de tout ce qu'on a eu comme psychose, participait, serait battue. Alors ça va arriver plus de 3 750 000 voix. S'il y a 8 millions et quelques d'électeurs, si on suppose que 80% des électeurs avaient participé à l'élection, donc si on avait le taux qu'on n'a jamais eu depuis 2010, on aurait eu 6 584 000 votes. 3 millions 7, 6 millions 584 qui a gagné les élections. Plus de 50%. Le score d'Alassane Ouattara, là, ça prouve que le RHDP domine largement. Avant, je disais que le RHDP était le premier parti, mais je n'étais pas encore sûr que c'était le parti de majorité. Ces élections-là, par leurs chiffres, prouvent que le RHDP est aujourd'hui un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. C'est clair. Vous prenez 80% des 8 millions et quelques qu'on a, vous avez 6 584 000 personnes qui allaient s'exprimer. Je ne compte même pas les bulletins nuls, les bulletins blancs que vous avez pris. Hein. Et quand on prend ça, les 3 700 000 font que de ces 6 500 000, le RHDP a déjà gagné l'élection. Deuxième enseignement politique, l'opposition radicale a échoué. Elle a totalement échoué. D'abord, dans son but clair d'exprimer une opposition en 4e mandat, donc on y est aujourd'hui, et elle est incomprise. Les Ivoiriens ont montré qu'ils n'entendent plus ce cri. Dieu merci, on va arriver aux législatives. Le PDC semble avoir compris, puisqu'il veut reprendre le chemin des législatives. Pour d'autres, ce n'est pas encore fini. Mais il faut que ça finisse, parce que les Ivoiriens sont en avance. Dernier point politique, c'est un peu l'avenir des autres candidats. Il faut qu'ils se posent des questions, parce qu'ils n'ont pas eu des scores intéressants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Je vais quand même terminer, Ali, pour ne pas faire long, sur la bravoure, le professionnalisme, la responsabilité de nos forces de l'ordre. Militaires de Côte d'Ivoire, je vais commencer par les gendarmes pour avoir la paix à la maison. Gendarmes de Côte d'Ivoire, militaires de Côte d'Ivoire, policiers de Côte d'Ivoire, douaniers, paramilitaires, nous sommes fiers de vous. Moi, je suis fier de vous. Parce que vous avez démontré votre professionnalisme, votre responsabilité. Je donne mes admirations à vos chefs, le ministre d'État, le ministre de la Défense, le général Doumbia, le général Apallo, le général Kouyaté. Bravo. Et avoir 44 000 personnes mobilisées pour surveiller 25 370 bureaux de vote, ce n'est pas exagéré. Ça a toujours été ainsi. Oui. La sécurisation des élections. En 2020, c'était... S'il vous plaît, ne parlez pas quand En un autre a 2020, la j'étais parole. dans le corps. J'étais même au ministère. S'il vous plaît. On a eu une phase de préparation qui a mobilisé même un peu plus. Pourquoi? Parce que tous les jours, il faut pouvoir surveiller tous les points de vote. Il y a 25 000 bureaux de vote. Je ne sais pas, un peu moins de centres, divisé par 5 pour avoir les centres. Donc à peu près 5 000 ou 6 000 centres de vote. Donc si vous avez... Et les 44 000, ce n'est pas des 44 000 qui sont sur le terrain. Il n'y a que la bonne moitié, voire moins, qui est sur le terrain. L'autre, c'est ce qu'on appelle des troupes de réserve. Des troupes de réserve, pourquoi? Parce que, par exemple, on suppose que ça vote bien à Bakro, ça vote bien à Nenguin, ça vote bien à Sokoura. Il peut y avoir des problèmes à Daou, par exemple. Je ne vais pas de la région d'Abasso que je connais le mieux. Il faut que des forces puissent se déporter. Dans les 44 000, il y a une bonne partie qui est une troupe de réserve. Mais qui accompagne il faut surveiller les centres de vote, il faut surveiller le déplacement des urnes, il faut surveiller tout ça. Et souvent même, il faut surveiller les candidats. On les met dedans. Donc les 44 000, c'est ce qui se passe tous les jours. Ça ne signifie en rien
qu'il y a une ultra-sécurisation de l'élection. D'accord. Ça signifie juste que c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a des élections. Donc, avant de critiquer, prenez le temps quand même de connaître un peu le processus de sécurisation. Là, ça vous donne la légitimité pour critiquer, parce que sinon, vous critiquez pour critiquer, on ne gagne pas beaucoup à ça. Très bien, professeur Nobou. Alors, je voulais m'essayer aussi aux chiffres et puis arriver à mon analyse. Alors, le président sortant réélu a eu 89,77% des voix. Et quand on prend les pourcentages des différents candidats, y compris les bulletins nuls et tout ça, nous sommes à 10,27%. Quand on part de là aux non-votants, nous sommes à 49,90 qui ne sont pas venus voter, qui n'ont rien exprimé du tout. Si vous prenez les 49, ce n'est pas dans l'absolu que je parle. Vous prenez les 49,90% et les 10,27% des 50,10%, environ 4 millions et quelques d'électeurs, nous sommes à peu près à 60% des personnes qui potentiellement n'auraient pas ou auraient voté pour l'opposition. N'auraient pas voté pour M. Ouattara. Non, j'ai dit, je ne suis pas dans l'absolu et je me suis exprimé, très clairement. C'est faux. Du coup, les chiffres que vous donnez, les chiffres peuvent être combattus pour dire il a 40%, 89% de 50% qui font tel chiffre, donc on peut aller dans le chiffrisme et ne pas s'en sortir. Et c'est pourquoi cette analyse-là, je la fais pour interpeller l'opposition, pour dire que si vous voyez ces chiffres qui sont là, qui ne sont pas forcément, je ne dis pas que ces chiffres-là, les gens allaient automatiquement voter pour l'opposition, mais ça prouve simplement qu'il y avait matière à concurrence lors de ces élections et que les chiffres-là ne disent pas automatiquement qu'avec 3 millions, il aurait gagné. Pourquoi pas, du côté de l'opposition. Ceci dit, les leçons qu'il faut tirer, c'est qu'il y a eu encore des morts. C'est comme si la Côte d'Ivoire avait un problème endémique avec les élections. Il faut qu'on arrive au principe de ce que les élections peuvent se faire sans qu'il n'y ait des morts. Depuis 1995, les appels au boycott, les appels tous les différents appels ont conduit à des morts jusqu'à présent. Mais quand est-ce que nous allons pouvoir nous en sortir? Deuxième élément, toute élection se prépare. Et j'ai vu, en observant ce qui s'est passé, que le RHDP a préparé les élections. Tant financièrement, tant physiquement, tant métaphysiquement, même, j'allais dire juridiquement, ils ont tout préparé pour pouvoir gagner ces élections. Et une élection se prépare. Quand on ne s'y prête pas à ce jeu, se préparer pour y aller, on va à ces élections, on ne va pas pouvoir y arriver. Et cela m'amène à demander, à revoir, j'allais dire, la matrice de l'opposition. Et je vais juste raconter une toute petite histoire. Celle d'un peuple qui avait besoin de liberté, mais avait besoin de chercher une pierre se trouvant dans une grotte. Mais pour aller chercher la pierre qui libérait le peuple, on ne se met ni à genoux, on ne rampe pas, il faut marcher. Et l'entrée de la grotte fait environ 0,5 m. C'est-à-dire, donc, qui peut aller chercher cette pierre? Et celui qui prend la pierre devient automatiquement le chef. Mais en même temps, tout le monde sera libre et chacun pourra faire ce qu'il faut faire. Le roi très grand ne peut pas y aller. Il n'a plus de jeune enfant pour y aller. Il n'a pas de bébé. Il y a un nain qui veut aller chercher la pierre. Mais toi, nain, tu ne peux pas aller chercher la pierre pour venir nous commander. Mais le peuple est resté en esclavage. Si tant est que ceux qui ont la possibilité d'aller chercher, ceux qui se disent ayant droit d'aller chercher ne peuvent pas y aller, il faut permettre à ceux qui respectent les normes, je souris en regardant mon bateau, qui respectent les normes. Pourquoi? Non, mais... Bon, enfin, terminé. Il n'a pas envie de continuer le débat. Terminé, professeur Nobou. Ceux qui respectent les normes, d'aller chercher le moment de liberté pour qu'on puisse y aller. Il faut penser à autre chose. Je voudrais m'arrêter là, merci. D'accord, très bien. Augustin Couillot. Alors, je n'ai jamais annoncé de chaos ici. Non.
je n'ai jamais annoncé de chaos. J'ai plutôt dit que les différentes mesures, l'élimination des candidats peut entraîner une crise. Vous avez dit chaos. S'il vous plaît. Non, jamais. Laissez-le quand il a la parole. Arthur, ce mot n'est Docteur jamais Banda. sorti de ma bouche. Le chaos dont tu parles n'est jamais sorti de ma bouche. J'ai fait plusieurs émissions ici et j'ai toujours dit qu'il n'est pas bon que la question du retrait des candidats entraîne une crise en Côte d'Ivoire. Arthur, tu as dit qu'il n'y avait pas de crise. Mais il y a des morts. On a tiré sur un gendarme. C'est un mort. On a brûlé des personnes vives à Nayo. C'est des morts. Mais ce que on parle des chiffres, qu'il y a eu, tout s'est globalement bien passé. Mais il y a des zones où il n'y a pas eu d'élection du tout. Même si vous ne considérez pas ces personnes comme des Ivoiriens. Ah ouais? Oui, non, tu ne le Non, considères s'il vous pas. plaît, ne parlez pas Mais ensemble. justement... Mais Augustin, il n'a jamais dit. Non, mais il me prête des mots, je lui dis ce que lui pense. D'accord, s'il Voilà, vous plaît. donc il faut qu'on sorte de Vous ça. n'avez jamais prédit le chaos. Je n'ai jamais prédit le S'il vous chaos. plaît, mais J'ai dit qu'il que n'a la pas Côte prédit le chaos. d'Ivoire Pourquoi vous voulez forcément va lui imputer au devant Mais c'est d'une pas important. crise. L'idée, c'est de tirer les leçons de ce Oui, scrutin, s'il vous plaît. j'ai ici dit que la Côte d'Ivoire va au devant d'une crise. Et la crise était là et la crise a eu lieu. Il y a eu la crise. Il y a eu la crise. Il y a eu un gendarme qui a été tué. Il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui n'ont pas voté. Maintenant, il se trouve que vous êtes venus avec des éléments de langage de mon jeune frère Arthur, Landry, à Arthur, en passant par... il faut féliciter les forces de l'ordre, il faut féliciter... Non, mais je pense qu'on n'est pas à ce niveau. Aujourd'hui, il y a eu des élections, il y a des partis qui ont pensé qu'ils avaient la capacité d'empêcher un vote. Ça n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas eu cette capacité. On le note. Mais moi, je me projette dans le futur. J'ai dit, il faut que ces personnes qui ont fait ces appels analysent les choses autrement. Mais il faut être clair sur ces choses-là. On ne peut pas dire que on a fait une élection où il n'y a pas eu de problème. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes qui sont énormes. Il y a eu des morts, il y a eu des manifestations. Il y a eu, à Yamoussoukro, il y a eu un couvre-feu. Il y a eu un couvre-feu en pleine ville à Yamoussoukro pendant deux jours. Aujourd'hui, il y a un arrêté interministériel qui interdit toute réunion qui n'est pas liée aux élections pendant 2 mois. L'arrêté interministériel existe. Vous voyez, vous ne mesurez. Quand vous dites les Ivoiriens ont montré de la maturité en refusant les mots, les appels, c'est votre interprétation des choses. Mais il y a des gens qui peuvent dire que les Ivoiriens ont eu peur de ne pas d'aller aux élections, ou bien les Ivoiriens ont eu peur. Parce que moi, je dis bien que depuis 1995, même s'il y a 10 personnes ou bien 100 personnes qui votent, c'est un État qui organise son scrutin. Et des gens qui n'ont pas l'armée, qui n'ont pas la police, qui n'ont aucun levier de l'État, ne peuvent pas raisonnablement dire qu'ils peuvent empêcher un scrutin. Donc moi, je ne suis pas... le taux, on parle de taux de participation qui est le meilleur. Moi, comme je ne sais pas sur quels sont les leviers, les éléments que la CEI a utilisé pour calculer ce taux de participation, mais je ne sais pas. Et je pense que avant l'annonce de ce taux de participation, M. Kibiya a dit que lui, il a créé une jurisprudence qui lui permet de retirer les zones où il n'y a pas eu de vote. Donc, ça lui permet de déterminer une nouvelle base de calcul du taux de participation. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a été appliqué
pour avoir les 50%. Mais Il a dit ça à quel moment? Il faut peut-être il a clarifier. dit. Ah si, il a dit. Non, je ne dis pas C'était qu'il n'a pas dit. public. Augustin Couillot, je ne dis Il a pas fait qu'il une n'a pas dit. conférence. D'accord. Je dis pour nos téléspectateurs et internautes qui ne savent pas qu'il l'a dit, Mais il a il faut dit. peut-être rappeler en quelles circonstances il C'est a des dit. notoriétés publiques. Moi, je l'ai D'accord, vu. très bien, très bien. Voilà, je l'ai vu à la télévision. D'accord, très bien. Donc, S'il vous plaît, vous allez tous intervenir, comme je ne vous dis, inquiétez pas. je me permets de douter. Mais je veux dire que pour moi, ce n'est même pas un problème. Pour moi-même, je suis allé voter. Je suis allé voter. Parce que je me dis que rien ne m'empêchait de voter, j'ai voté. D'accord. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas un problème. Mais j'ai dit qu'il y a eu une crise. On est sorti de la crise. Il faut aller de l'avant. Que de... Ah mais oui, Arthur. S'il vous plaît, ne On a parlez eu pas la comme ça. crise en 95. Après la crise, on est allé de l'avant, les gens sont allés aux législatives. Il y a eu la crise en 2000. Après la crise, on est allé de l'avant. Il y a eu la crise en 2020, 2010. 2010, il y a eu plus de 3000 morts selon les chiffres officiels. Mais on a avancé. Aujourd'hui, on a eu une crise qui a entraîné également des morts, même si ce n'est pas des morts à l'appel. Mais il y a des gens qui ont vécu ça dans leur chair. Et ce n'est pas acceptable qu'on minimise leur douleur. Donc, on doit avancer que de venir faire ressasser ce qui s'est passé. C'est D'accord, fini. très bien. C'est fini. Merci beaucoup, Augustin Couillot. S'il vous plaît, vous allez intervenir tous, ne vous inquiétez pas. Monsieur Moustapha nous appelle de Boaké. Pour lui, il y a une relative maturité du peuple ivoirien. Et finalement, pour lui, le message de la violence ne passe plus, ne progresse plus en Côte d'Ivoire. Monsieur Moustapha, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Diarasouba. Vous nous appelez de Boaké, c'est bien cela? Oui, je vous appelle de Boaké. Allez-y pour votre développement rapidement, s'il vous plaît. Je voulais, parce que la première question, comme je ne sais pas si c'est une question, parce que à entendre parler l'intervenant qui vient de finir tout à l'heure, à chaque fois quand il parle, on a l'impression d'être dans une autre Côte d'Ivoire. Exactement. S'il vous Mais plaît. il faudrait qu'on le dise une fois pour toutes. Quel que soit dans le camp où on se trouve, on n'a plus besoin de violence. La violence n'arrange personne. La Côte d'Ivoire, nos dévanciers nous l'ont légué. Et nous, on a le devoir et l'obligation de léguer cet héritage à ceux qui viennent après nous. Donc aujourd'hui, tous ceux qui s'asseyent pour crier haut à la violence ou à la violence, quel que soit dans le camp où ils se trouvent, il faudrait que les Ivoiriens, de façon unie, mettent une croix sur la personne. Nous voulons quitter dans l'étape pays pour arriver dans l'étape nation. Et pour arriver à l'étape nation, ce n'est pas avec ce genre de discours. Donc l'intervenant qui vient de finir là, je souhaiterais qu'il prenne son bâton de pèlerin pour prôner plus la paix, la solidarité entre les Ivoiriens. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, quelle que soit dans la religion où on se trouve, quel que soit dans le camp où on se trouve, on a une seule indivisible qui est la Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine qui est confié à nous tous et chacun a le devoir et l'obligation de sécuriser ce pays. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Moustapha. Merci beaucoup. Évidemment, je vous permets de réagir, Oui, Augustin je peux en Couillot, parler. parce qu'il vous a cité notamment. Allez-y. Bon, je ne sais pas si le monsieur, il m'a écouté, mais je n'ai pas prôné la violence sur le plateau. J'ai dit qu'avant la présidentielle, j'ai dit que, Vous avez tiré sur la sonnette d'alarme. oui, qu'on allait au-devant d'une crise. Et que je n'ai jamais prôné le chaos en Côte d'Ivoire. Et je n'ai jamais dit que la Côte d'Ivoire allait connaître le chaos le 25 octobre. Donc, j'ai dit que je n'ai pas dit ça. D'accord. Et que je n'ai pas... À l'instant, j'ai pris la parole, j'ai dit, je n'ai pas prôné, je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire devait rentrer en crise. J'ai dit, il y a eu des crises. C'est moi-même qui dis aujourd'hui que ce qui s'est passé, ça s'est passé, mais il faut aller au-delà de l'avant. Et c'est ce que j'ai dit. Mais s'il a entendu ça, il ne peut pas tenir ce discours qu'il est en train de m'accuser de tenir. Et je ne suis pas d'accord avec ce genre de discours. Et vous avez le droit de le marteler, évidemment. Vous allez intervenir, ne vous inquiétez pas. Landry Couillot, c'est à vous. Ali, au-delà de ce plateau, il ressort de la réaction des Ivoiriens que bon nombre d'entre eux sont déçus de ce qu'il n'y ait pas des morts qui jonchent les rues. Nous avons lu les commentaires sur les réseaux sociaux. Nous avons entendu, nous avons des voisins.
une certaine prophétie nous annonçait l'apocalypse. Et c'est sur le fondement de cette prophétie, au-delà des mots d'ordre de leaders politiques qui ont plutôt préféré avoir des propos édulcorés, incapables d'assumer leur leadership et leur engagement, des jeunes sont sortis. Des gens comptaient les heures le 25, espérant une certaine éruption volcanique. Mais pendant ce temps, il y a bon nombre d'Ivoiriens qui se sont tués en priant pour la paix. Pendant ce temps, les intentions de prier, les intentions de penser étaient pour la paix. Et si on dit que les Ivoiriens avaient peur de qui? De qui avaient-ils peur? Qu'est-ce qui les faisait peur? Quelle était la mécanique engrangée pour que les gens aient peur? Je ne crois pas que ce soit l'État ivoirien qui leur fasse peur. C'est plutôt l'annonce de la catastrophe qui leur faisait peur. Donc si des gens se sont abstenus de sortir parce qu'ils avaient peur, il faut bien trouver le père Fouetta ailleurs. Il faut assumer, il faut dire, c'est important. On nous dit, il y a eu 44 000 forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Ça dénote que, comment dirais-je, on n'était pas très serein, etc. Mais souvent j'en ris. C'est-à-dire, un État sérieux n'est pas celui à qui on dit « Regarde de l'autre côté là-bas, on se prépare quelque chose contre toi, et puis on va s'arrêter là, le chef d'État va dire « Les nageurs au dos rond, on vous voit venir. » D'accord, merci. Non, je termine, Ali. Ali, vous savez, il faut que les Ivoiriens se rendent compte qu'enfin nous avons un chef de l'État qui, face à la menace, apporte une réponse appropriée. Alassane Ouattara était en face de deux adversités. Une adversité démocratique et électorale, et une autre adversité qui était de l'ordre de l'insurrection. Et lorsqu'on voudra me dire que c'était une insurrection les mains nues, c'est faux, puisque nous avons les éléments qui nous ont été présentés des militants tenant des armes à feu, et il y a même un gendarme qui était tué. Donc face à ça, on ne peut pas s'étonner que l'on ait pris les dispositions qu'il fallait prendre face à la menace. Et si on a pu contenir cette menace-là, il faut féliciter l'État. Parce que le rôle du président de la République est de garantir la paix et la tranquillité. C'est son rôle, c'est sa mission au titre de l'article 54 de la Constitution. Il aurait échoué. Il aurait échoué. Et si la Côte d'Ivoire basculait, c'est vrai que dans certaines zones, il y a eu du grabuge, mais le rôle de l'État est de rétablir l'ordre. Vous ne pouvez pas empêcher tous les voleurs de tenter de mener leur forfait. Mais lorsque c'est fait, lorsqu'un crime, un délit est fait, il va falloir rétablir l'ordre. Et c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi est-ce que ce soir, nous sommes sur ce plateau. C'est pourquoi est-ce que ce soir, nous pouvons nous exprimer, chacun selon son point de vue. Et c'est important de le préciser. C'est pourquoi est-ce que ce soir, à Nayo, des leaders politiques comme Charles Blé Goudé se sont rendus, ont traversé la Côte d'Ivoire pour se rendre à Nayo parce qu'il y a la liberté de circulation et les gens sont sécurisés. C'est le rôle de l'État. Très bien. Et donc, face à ce que l'on annonçait comme étant une crise ou une catastrophe, quelle que soit la terminologie, le rôle du président de la République, chef de l'État, était de pouvoir contenir. La réponse a été efficace. Nous regrettons les pertes en vies humaines. Oui, nous les regrettons. Mais comparativement à 2020 et d'autres dates, nous avons réussi quelque chose. Il faut le féliciter. C'est important au moins. Dire merci, féliciter là, ce n'est pas tomber dans le triomphalisme. Non, c'est de savoir qu'on fonde un État qui est sérieux, qui est capable de contenir les menaces internes, et donc il rassure autant les Ivoiriens que toutes sortes de partenaires qui travaillent en Côte d'Ivoire. Très bien. Docteur Eoussou? Bon, je commence par une mise au point. Je ne suis pas non plus chantre de la violence ni du chaos. Voilà. Parce qu'entendre les uns et les autres parler, c'est un peu comme si moi j'avais une fois soutenu ouvertement, ou du moins sur un personne ne plateau. l'a dit, hein? Comment? Personne ne l'a dit. Bon, dans tous les cas, c'est un avertissement. Un avertissement? Non, pas besoin de faire un avertissement. Un avertissement. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Oui, Il n'y a pas d'avertissement à avoir parce que personne ne vous a indexé de toutes les façons. Allez-y, poursuivez. Ok. Il y a un fait. Tout à l'heure, celui qui a appelé, il appelait à la construction d'une nation. C'est cela. Voilà. Et ça, moi, je le félicite. Mais en même temps, je reviens encore sur, tout à l'heure, les calculs là-dessus, portant sur l'élection
l'élection présidentielle, au regard de son calcul, là, moi je ne sais pas comment il a fait ce calcul, mais il a dit qu'au regard de tout cela, voilà, il n'y avait pas de possibilité pour un autre candidat de s'en sortir. Vous ne partagez pas cette analyse, visiblement. Voilà, en fait, je ne partage pas cet avis parce que, d'abord, quand on veut construire une nation, dans un pays, on veut construire une nation, des dirigeants, ou du moins des autorités, non des moindres, ne doivent pas se lever lors d'une élection par des paroles coercitives, forcer des gens à opter pour leur candidat. Ah ouais? Voilà. On a entendu des gens dire... Est-ce que vous avez des exemples qui puissent nous permettre de bien cerner l'image que vous utilisez? Oui, on a entendu des gens dire ici que si... J'arrive. C'est moi qui ai la parole. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Allez-y, on a entendu des gens dire... Si tu veux un nom... Non, docteur Alousso, non, s'il veut un nom, il n'y a pas de problème. S'il veut un nom, il n'y a pas de problème. Laissez-moi faire mon travail. Le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, Achille Patrick, que j'admire d'ailleurs très bien, voilà, que j'admire bien, a dit, n'est-ce pas, que si on vote pour le président Alassane ou pas, il va remporter ces élections. Et quand il va remporter ces élections, les zones qui n'ont pas porté leur choix sur lui ne bénéficieront de rien quant au projet de développement. Mais quand on a tenu un tel discours à des populations, vous voulez qu'ils s'abstiennent? En plus de cela, ils n'avaient même pas le choix face à des candidats que je pourrais qualifier de second couteau. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me rends dans une urne. Bon, les candidats qui sont en face du président, là, honnêtement, je me dis que je vais aller voter pour le président parce que c'est déjà du tout cuit, en fait. Il n'y avait pas d'enjeu pour moi. Ça peut ressembler aussi... Je suis désolé, les partisans de ces candidats peuvent concevoir cela comme un mépris. À leur endroit. Ah ouais. Ce sont des hommes politiques qui ont le droit de... Je m'en excuse, je suis désolé, mais au regard du score de chacun de ces candidats, je pense que je peux quand même... ce que j'ai dit là peut se soutenir valablement. Ça, c'est un deuxième avis. Concernant l'élection de 2020, dont tu as parlé tout à l'heure. Je ne souhaite pas qu'on revienne trop à 2020. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, on est là pour tirer les leçons de 2027. Ok, bon. Sinon, je voudrais qu'on sorte... Effectivement, on dit de remonter à 2010. Ok, on va tirer les leçons de 2025. Pour pouvoir tirer ces leçons de 2025, il faut qu'on sorte de ces comparaisons que moi, aujourd'hui, je qualifie de gbabométrie. Tout le temps, le gbagomètre, oui, au temps de Gbagbo, Gbagbo a été élu à 37% des voix. Bon, je me dis qu'on progresse ou on ne progresse pas. Faut-il aller tout le temps replonger dans ce passé-là pour faire des... Effectivement, c'est parce qu'on a pensé que, et certains ont trouvé du moins que ce n'était pas correct et qu'il fallait avancer avec un taux meilleur, qu'on essaie de faire la promotion, n'est-ce pas, d'un taux de participation plus élevé. Mais on ne va pas replonger toujours dans ce passé-là. Je suis désolé. D'accord. Voilà. Très bien. Oui, bon, ok, je préfère m'arrêter là. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Zoro Zougla, vous nous appelez de Yopougon, c'est bien cela? Bah, visiblement, il n'est pas là, on n'a pas beaucoup de temps. Guillaume Bateau, allez-y. Ah, il est là, d'accord. Monsieur Zoro Zougla, vous voulez vous prononcer sur le taux de participation? Oui. Allez-y. Effectivement, sur le plateau, il y a certains qui disent que le taux de participation a été de 50,1%, 50,10%. Allô? On vous entend très bien. Oui. Donc, je disais que le taux de participation de 50,10%, et automatiquement, ils disent que 49% revient à l'opposition. Mais moi, je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a jamais eu de taux de participation de 100%. Même dans les grandes démocraties, il n'y a jamais eu de taux de participation de 100%, à part les démocraties où le vote est obligatoire. Et donc, le plus fort taux de participation qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'est 80%. Donc, quand ils veulent faire une comparaison, il faut au moins dire qu'il y a 20% d'électeurs en Côte d'Ivoire qui ne votent pas. Qui ne votent pas. D'accord. Et donc, il faut, quand on veut faire la différence, il faut plus dire 29% pour l'opposition. Il ne faut pas dire 49%, il faut dire 29%. Parce que le taux de participation le plus élevé en Côte d'Ivoire a toujours été 80%. Et il faut faire une analyse scientifique au lieu de dire que oui, 49% c'est pour l'opposition, et que ça pourrait être pour l'opposition, alors qu'on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de 100% de taux de participation en Côte d'Ivoire. Le plus fort taux de vote a été sur 80%. Et donc quand on fait une analyse scientifique, il faut toujours enlever les 20% pour dire que oui, 80% qui votent, quand on fait la différence avec 50,10%, ça fait à peu près, bon, on peut dire 30%, et c'est ce qu'on peut donner à l'opposition. D'accord.
C'est ce que je voudrais dire. Très bien, merci beaucoup, monsieur Zoro Zougla. Vous nous appeliez de Yopougon. Guillaume Bateau, c'est à vous. Moi, je pense qu'il faut que nos amis se fassent à l'idée que leurs amis ont échoué. Ouais, ils ont échoué. Ça fait mal. Voilà, faut pas Ça faire fait la mal, fine même. bouche. Les gens, alors, mon grand frère Kouyo, j'ai dit oui, il n'y a pas eu de crise. Zéro crise. S'il vous Il n'y plaît. a pas eu de crise. Il y a eu une crise artificielle entretenue sur les réseaux sociaux. Les guerriers de Facebook. Voilà. Parce que ceux qui, regardez, ceux qui criaient le plus étaient hors de Côte d'Ivoire. Bon, malheureusement, on a vu les crises fabriquées. Les gens qu'on a armés pour s'en prendre aux pauvres gendarmes qui a perdu la vie. Mais on a vu à Nayo, ceux qui ont détruit les îles étaient armés, d'armes blanches au moins. Mais il n'y a pas eu de crise. Excusez-moi. Ça, chacun peut fabriquer dans sa maison. Ah oui, chacun peut armer ses cousins, ses amis. Mais c'est pas ça. Le front commun, qui est devenu aujourd'hui le front couché, n'a rien obtenu. A voulu fabriquer une crise artificielle qui n'a pas eu lieu. Ils ont échoué. Alors, on me dit, oui, il y a eu un couvre-feu en pleine ville. Mais vous voulez que le couvre-feu ait lieu où? En forêt? En Amazonie. En forêt? Mais le couvre-feu a lieu où il y a des hommes qui ont brûlé, qui ont incendié quand même le siège de la commission électorale. Ça n'existe Ah, oui, mais attendez, vous plaît, ne vous voulez que le l'interrompez couvre-feu ait lieu où? Dans la savane? Non, il faut... En pleine. Aujourd'hui, il faut que les gens retiennent. Ils ont choisi le chemin de la violence. Moi, je suis... Alors, on dit oui, un État... Mais écoutez, c'est le rôle de l'État de se faire respecter. Pourquoi on envoie les militaires? Bon, quelqu'un a répondu, Kouyo a bien répondu. Vous voulez, les gens menacent de tuer des gens, d'empêcher, de barrer des routes. Et vous voulez que l'État reste les bras croisés et les regarde faire? Les gens sont mécontents parce qu'on les a contrariés dans leur schéma. Parce que les gens veulent du sang. C'est tout. Ils veulent qu'il y ait des morts. Qu'on dise, ah oui, il y a eu 200 morts. Non. Le front commun, le front couché a échoué. Ces leaders se sont rendus compte qu'ils ont eu des méthodes surannées, dépassées. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Après, bon, on peut estimer que, oui, bon, le monsieur qui est intervenu a bien répondu à mon ami Nobou, qui dit que les 40%, si c'était allé aux unes, ils allaient pour l'opposition. Rien ne le dit. Attendez, quand on parle, apprenez à écouter aussi. Hein. S'il vous plaît. Ouais, mais attends, Non, écoutez, écoutez, Ah, s'il vous plaît, monsieur. Hein? Mais si tu as essayé d'éduquer en disant qu'on ne parle pas de l'absolu. Alors, oui, mais même ça, c'est même pas recevable, Yacine. Hein? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est... c'est toi qui reçois là? Oui, mais je dis, c'est pas recevable à mon niveau. S'il vous plaît. Ah oui, mais écoutez. Ah oui, Monsieur, mais écoute, s'il vous plaît. Yacine, faut pas être mauvais joueur. Quand vous faites les calculs, Non, on les accepte. mais oui, et puis mais des calculs les autres que tu font les fais. calculs. Vous avez-vous le baromètre des calculs? Monsieur. Avez-vous le baromètre? Professeur Nongo, s'il vous plaît. J'ai toujours été très calme Non, on ici. est hein. d'accord. Oui, On est d'accord. Guillaume Bateau. Il faut garder ton sang-froid. S'il vous plaît. Non, je suis très calme. Voilà, c'est Monsieur vrai. Guillaume Bateau, ce à quoi je vous invite tous et voilà pour tous, faisons des analyses sans Bon, forcément ok. indexer les uns et les autres. Bon, Terminé. Donc je terminais pour dire, la crise a été artificiellement fabriquée. Ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient, parce que c'est l'insurrection qu'ils ont préparée, c'est pas une élection, ils ont échoué lamentablement. Mais maintenant, c'est pas fini. Ils doivent rendre compte. Quelqu'un a dit que les Lions n'ont pas assumé. Ils ont assumé. Mais attends, quand un porte-parole de Mme Abiba Touré était quand même porte-parole du Front commun, qui a même le lendemain dit que on doit continuer. On a dit qu'on doit continuer. Puis j'ai continué de descendre dans la rue. Mon ami et frère Damana Picasse, quand même vice-président du Conseil stratégique politique du PPACI, a fait une déclaration. Mais quel leader vous voulez? C'est des gens connus, qui ont des positions connues dans les partis politiques. Le président Thiam lui-même, depuis Paris, il a annoncé 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Bon, après, il a dit que c'est la Bible. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas parlé du Coran alors qu'il est musulman. Voilà la réalité, la triste réalité. Les gens ont voulu incendier ce pays, embraser ce pays, ils ont échoué. Bon, on peut dire aujourd'hui, bon, mais il faut que nous retenions ceci. Les Ivoiriens ont refusé le chaos et la bagarre. Ils ont choisi la démocratie, ils ont choisi la stabilité et la sécurité. C'est vraiment honneur à eux. D'accord. Honneur à eux, honneur à l'État, aux forces de l'ordre. On ne peut pas culpabiliser un État d'avoir déployé les moyens pour contenir les gens qui veulent s'aimer les autres. Merci Guillaume Bateau. Arthur Banga. On dit souvent le bourreau oublie, mais la victime non. Ben, je suis désolé, ce jour-là, j'ai répété. Et même si on enlève le mot chaos,
le champ lexical de Augustin Couillot, c'est mort. On ne va pas revenir à ça, Non, Arthur. c'est important pour moi. Au Ghana que vous appelez démocratie, aux dernières élections, il y a eu 5 morts. C'est une crise. Aux États-Unis, on était à 2 doigts d'assassiner un candidat. C'est une crise. On fait de l'analogie. Quand je fais des comparaisons, on était en 2020. Quel était notre État? Vébaoulé, pas d'élection. Sud Congo est chez moi, Yaou, Biennois, Adaou, Ayamé, pas d'élection. Nombre de morts, 85 officiellement. Et tout ça s'ajoute avec des chantres. J'ai dit, oui, ils venaient sur le plateau pour préparer l'esprit des gens en disant on prépare la crise, on prépare la mort, on prépare les chaos. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire le nombre de morts parce que c'est le Tofé Makrab qui veut le présenter pour montrer que le pays est dans le noir. Il y a des gens ici qui prennent la parole à chaque fois, c'est pour descendre de la Côte d'Ivoire. Ils ont espéré un chaos, ils ont espéré une crise, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a tellement pas eu lieu que quand on compare ces 2 années, on voit qu'il n'y a rien. Et vous ne voulez plus qu'on compare. Parce que quand on parle de combien de zones, plus de 20% des lieux où on n'a pas eu de vote, à peine un minimum, on n'est plus dans la crise. Donc oui, il n'y a pas eu de crise. Sinon, il y aurait une crise au Ghana, ils ont eu 5 morts aux élections. Mais vous dites que c'est une démocratie. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une crise. Parce que vous souhaitez la crise. Parce que tous les jours, vous faites partie de ce plan commun qui veut préparer la Côte d'Ivoire, salir la Côte d'Ivoire. Ali, qui marque le pays. Non, mais Ali, non, on ne peut pas laisser... Je ne retire rien. Ali, laisse-moi... Non, Augustin. Augustin Couillot, quand vous faisiez votre développement, je n'ai permis à personne... Mais laissez-moi parler, Augustin Couillot. Je n'ai permis à personne de vous interrompre. C'est valable pour tout le monde. Évitez, faites vos développements. Donnez vos idées sans indexer, sans personnaliser les sujets. C'est ça qui cristallise les passions. Augustin Couillot, je vous redonnerai la parole en temps opportun. Malheureusement, il y a des gens qui, dans leur lexique, le champ lexical, ont préparé la peur, ça, vous ont l'avez préparé la psychose. Il faut les leur rappeler aujourd'hui où on est sorti de la psychose. Ils ne peuvent pas venir sur les plateaux, dire tout et n'importe quoi et partir. C'est pas possible. Il faut le leur rappeler. Pour que demain, je termine dessus, pour que demain, à chaque fois qu'ils veulent créer, s'aimer la peur et la psychose en Côte d'Ivoire, ils sachent que des gens seront là pour le dire. Vous pouvez... Non, mais s'il vous plaît, vous pouvez rappeler qu'il y a eu des gens qui ont appelé le chaos, mais il ne faut pas donner l'impression que vous vous adressez à Augustin Couillot. Bon, je le retire, même si... Non, s'il vous plaît. C'est pas grave, je retire. Voilà, de grâce, évitez de personnaliser les sujets. S'il vous plaît. Faisons baisser la tension. Terminez votre sujet. En statistique, en fait, il y a de la méthodologie. J'ai 8 450 000 électeurs. Le taux de participation le plus élevé en Côte d'Ivoire, il est de 80%. Donc, je me projette sur l'hypothèse la plus optimiste. C'est quand les Ivoiriens sortent, au mieux, ça sera 80%. J'explique, hein. Donc, quand tu prends 80% de 8 millions, c'est-à-dire, tu as 6 584 000. La moitié de 6 584 000. C'est-à-dire qu'on suppose même qu'on a fait 80% et que tous ceux qui sortent ça, ils votent l'opposition. Donc, les 6 584 000, sur eux tous qui restent, il faut avoir, pour gagner cette élection, il faut avoir 3 300 000. Or, Alassane Ouattara a déjà eu 3 750 000. C'est pour ça que je dis que le chiffre atteint par Alassane Ouattara, la performance réalisée par Alassane Ouattara, là, confirme ce que j'ai toujours dit. Que même si les gens étaient là, ils allaient être battus. Et ce chiffre-là le confirme. Je ne dis pas potentiellement... Non. J'ai dit qu'on prend 80% des gens là. Hein? On a 6 584 000 électeurs. C'est ça qui est là. Maintenant, dernier point sur la présence, le professionnel, sur la peur. Mais dans tous les pays du monde, l'élection, c'est comme un match de foot. Quand on s'approche du match, il y a de l'attention. Je peux citer plein. Hein. J'ai parlé de Trump, je peux parler de tous les pays où il y a une tension liée à ces élections. 5 mois au Ghana, vous n'avez jamais parlé de crise. Au contraire, le Ghana, vous le citez comme un exemple de démocratie. Je suis bien obligé de vous interrompre, Dr Banga. Vous avez déjà cité l'exemple du Ghana. Non, on est bien obligé d'avancer. De toute façon, vous aurez la parole dans la suite du débat. Monsieur Vianney Kofi, vous nous appelez, me semble-t-il, de Port-Boué. Pour vous, il faut éviter d'indexer comme ça sur des plateaux de télévision les chantres du chaos. Vous dites qu'il faut une enquête pour situer les responsabilités. C'est ce que vous dites? Oui. On vous écoute.
Ok, alors j'aimerais intervenir sur... Bonsoir à tous d'abord. Bonsoir. Sur le plateau, voilà. Et j'aimerais intervenir sur l'intervention de M. Guillaume Bateau, qui, dans son affirmation, j'ai senti qu'il indexait, parlant d'organisation artificielle de crise. Voilà. Donc, moi, il n'est pas bien sur un tel plateau de tenir des propos pour indexer des personnes vis-à-vis des, comment on appelle ça, sur des faits qui se sont produits. Pour moi, il faut d'abord mener des enquêtes. Et au finish, cette enquête-là va nous situer sur les responsabilités de chaque partie. Voilà. Aujourd'hui, nous prenons le cas du gendarme qui est décédé au niveau d'Aboville. Oui, mais avant ça, il y a eu, comment on appelle ça, un mort au niveau de Beaunois. Là, on n'en parle pas. On ne peut pas dire que non, telle personne est responsable de ça, telle personne est responsable de ça, pendant que il y a d'autres personnes quand on veut parler, il faut qu'on passe du début et jusqu'à la fin. Il ne faut pas prendre certains cas et isoler d'autres cas pendant qu'on parle de mort aussi. Ces personnes-là, les parents sont les victimes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Vianney Kofi. Je vous promets de prendre la parole, professeur Nobou, Augustin Couillot, docteur Rousseau et Guillaume Bateau. On va marquer une courte pause. Ça va peut-être nous permettre de rebaisser un tout petit peu la tension et nous retrouver juste après pour poursuivre ce débat. 1975-2000.